Bonjour à tous et bienvenue. Tout le Gotha, ou presque, des parlementaires et des guides religieux du monde islamique se trouve actuellement à Abidjan pour la 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Pour mieux comprendre les contours de cet événement international, écoutons les explications d'Ahmed Traoré. Le Parlement ivoirien, avec à sa tête le président Adama Bictogo, abrite la 18e section de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI. Cette rencontre réunit environ 600 délégués venus de 54 pays. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, est l'un des pays les plus importants de par sa stabilité, de par sa réussite économique. C'est un pays qui avance, qui progresse et nous voulons développer nos relations davantage. À travers les relations bilatérales que nous avons réalisées avec Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, à travers ces rencontres bilatérales, nous allons continuer à rapprocher nos deux pays. Changement climatique dans le monde, quelle riposte des pays membres de l'UPCI est le thème retenu pour cette édition. Durant 4 jours, les participants ont entamé des discussions pour analyser les défis mondiaux liés au changement climatique, mais aussi et surtout ont formulé des recommandations. La 18e section de la conférence de l'Union des parlementaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique s'achève ce mardi 5 mars 2024. L'UPCI est une organisation créée en juin 1999 par la conférence islamique à Téhéran en Iran. Elle se donne également pour mission de présenter les préceptes sublimes de l'islam et cherche à les diffuser tout en soulignant les différentes caractéristiques de l'humanisme de la civilisation islamique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a ouvert lundi 4 mars 2024 les travaux de la 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI. Placée sous le signe de la riposte face au changement climatique dans le monde, quelle est cette institution peu connue des populations? Quels sont les enjeux de cette 18e session et comment concilier religion et politique? Pour en parler, je reçois le docteur Abdallah Albert Touakeuz-Mabri, député de l'Assemblée nationale, circonscription de Zouan-Ounien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI et l'UPCI? Merci beaucoup. Merci à la RTI qui nous reçoit pour échanger sur l'actualité, notamment sur cette 18e conférence de l'UPCI en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que vous avez vu le reportage à parler de conférence. Donc, on est passé de la conférence islamique à l'Organisation de la coopération islamique. C'est toujours OCI. L'OCI est né en 69 à Rabat, en raison de la crise qui prévalait donc en Palestine, notamment l'accès au 3e lieu saint de l'islam. Donc l'OCI a été établi par un certain nombre d'États. Aujourd'hui, c'est 57 États, dont presque la moitié d'Afrique. 26 États africains sont membres de l'OCI. Le siège a été établi en attendant donc que Jérusalem puisse être la capitale de la Palestine et recevoir le siège de l'OCI. Le siège a été établi provisoirement à Jeddah, où se trouve également le siège d'autres instruments de l'OCI, tels que la BID, la Banque islamique de développement. Et donc l'OCI a plusieurs instruments, et l'UPCI, qui est l'union donc des parlements des États membres de l'OCI, est un des instruments qui regroupe les parlementaires. C'est un instrument qui a été mis en place donc en 1999. Je rappelle que nous, Côte d'Ivoire, nous avons adhéré à l'OCI en 2001. Vous comprendrez que nous avons adhéré à l'OCI sous un président qui n'était pas un président de confession musulmane. Mais justement, ça veut dire que ce n'est pas absolument une question de confession. Évidemment, ce sont les préceptes, les valeurs, les recommandations de l'islam qui guident pratiquement tout ce que nous faisons dans le cadre de l'OCI, mais ce sont tous les États qui pensent que la solidarité islamique peut être un instrument
de gouvernance mondiale, notamment l'humanisme, le soutien, la complicité positive pour les hommes et les femmes en difficulté. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire est bien à sa place au niveau de l'OCI et évidemment au niveau de l'UPC. Merci de la précision, puisqu'effectivement, l'islam n'est pas la religion d'État et beaucoup d'États membres de cette institution n'ont pas non plus l'islam comme religion d'État. Alors maintenant, qu'est-ce que cela implique d'être membre de ces institutions ? Écoutez, l'OCI et donc l'UPC pour les parlementaires, c'est une adhésion libre et quand on adhère et qu'on fait ratifier par les actes d'adhésion par le Parlement de son pays, évidemment, tout le reste s'impose à vous. Donc, vous bénéficiez de la solidarité, mais vous avez aussi un devoir de solidarité. Il y a des tests qui sont pris, qui sont appliqués conjointement. Et le rôle des parlements, justement, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a les conférences ou lorsqu'il y a des réunions ministérielles, vous rappelez-vous aussi que nous avons accueilli une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'était en 2017. Ça a été une bonne chose. Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu le sommet au niveau de la Côte d'Ivoire, mais tous les actes qui sont pris ont besoin d'être ratifiés au plan national et c'est là que les parlementaires rentrent en ligne de compte. Et c'est pour cela aussi que dans le cas de l'UPC, nous avons un partage d'expérience, mais nous avons également besoin de nous soutenir mutuellement et évidemment faire en sorte que ces actes-là soient ratifiés par chacun de nos États membres. Alors actuellement se tiennent donc les travaux de la 18e conférence de l'UPCI avec pour thème la riposte face au changement climatique dans le monde. Déjà, pourquoi ce choix ? Ce choix parce que, vous le constatez, hein, nous sommes depuis quelques années maintenant, 2 décennies, 3 décennies, face à des catastrophes que nous ne connaissions pas avant. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a plu hier. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Nous savons tous que les premières pluies arrivaient au mois d'avril. Nous constatons aussi qu'il fait très chaud maintenant. C'est vrai que nous avons un climat humide, mais il fait très chaud, il fait chaud à tout moment. Nous avons le problème donc du recul du couvert forestier. Nous avons l'avancée du désert vers nous. Nous avons l'impact de tout cela sur la santé, sur l'agriculture, sur notre bien-être. Et évidemment, les pays agissent dans le cadre des Nations Unies, mais dans le cadre aussi de toutes les organisations régionales et sous-régionales. C'est pour cela que l'OCI a certainement engagé des actions en faveur de ces États et l'UPC doit prendre le relais pour que tous les actes qui sont pris en faveur du climat soient ratifiés au niveau national. Vous l'avez dit, inondations, sécheresse, tremblements de terre, ces phénomènes liés donc au changement climatique ont endeuillé les pays membres de l'UPCI, la Turquie, le Pakistan, le Maroc et la Libye notamment. Ouais. Déjà, comment cette institution va-t-elle venir en aide à ces pays très concrètement ? Non, je voudrais dire que c'est des États qui sont très solidaires. Vous avez vu récemment le lagage de paquets, de tonnes d'aliments sur Gaza, par exemple. On aura l'occasion de parler de Gaza, mais c'est avec des pays non membres de l'OCI, mais aussi avec beaucoup de pays membres de l'OCI. Nous constatons ici que même à notre propre niveau, plusieurs pays de l'OCI interviennent à des moments particuliers. Ce n'est pas seulement le Ramadan, mais chaque fois qu'il y a des difficultés, nous les avons sentis à nos côtés. Donc, c'est l'aide financière d'abord, c'est d'abord une aide financière. Il y a l'aide financière, l'aide financière, c'est dans l'urgence. L'aide matérielle, appui par expertise. Quelquefois, c'est des techniciens qui y vont pour partager leur expérience. C'est un accompagnement, c'est des renforcements de capacités. C'est bien de choses que les pays membres se doivent solidairement. Ils le font quelquefois à titre bilatéral, mais aussi dans le cadre multilatéral de l'OCI. Mais il existe de nombreuses institutions internationales qui traitent déjà la question du changement climatique, qui interviennent aussi en cas d'urgence. Finalement, qu'est-ce que cette institution apporte de plus? Quelle est votre plus-value? Le changement climatique est un phénomène mondial, c'est un cercle vicieux. Tout ce que nous faisons contre le climat à un point du globe
agit sur un autre point qui n'a pas pris l'initiative. C'est d'ailleurs pourquoi les pays africains qui sont les plus impactés, mais qui sont les moins polluants, réclament des fois qu'on puisse les aider à surmonter donc les conséquences du changement climatique. Donc c'est un problème global, mondial. C'est un problème qui a la solution dans l'intervention de chaque entité, de chaque individu. Chacun de nous doit agir pour que la courbe s'inverse. Et donc, évidemment, que les Nations Unies le fassent, que l'Union africaine le fasse, la CEDEAO, eh bien, il serait bon qu'ici, au niveau de l'OCI, au niveau de l'UEMOA, que nous continuons. Des actions ne sont pas suffisantes pour qu'on dise, comme une telle institution internationale a fait, alors l'autre ne doit pas le faire. C'est complémentaire, mais vous voulez dire quelque chose d'important. Ouais. Vous nous dites que finalement, l'Afrique, et les chiffres le démontrent, elle est moins pollueur, mais elle est plus touchée par le changement climatique. C'est quoi? Vous voulez réparer une injustice ou vous voulez être plus impactant dans ces pays-là? Non, c'est pas que nous. Je pense que l'approche mondiale, c'est ça. L'approche mondiale, que ce soit les crédits carbone ou d'autres interventions aujourd'hui, nous savons que les pays les moins polluants sont les plus impactés et évidemment, il faut les aider à surmonter cela. Nous avons nos réalités aussi, par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire où nous sommes depuis 2 décennies maintenant en train d'accélérer la transformation des matières premières agricoles ici. Évidemment, on nous dit faites-le de manière propre, c'est-à-dire faites-le sans polluer. Et en contrepartie, il y a des actions qui doivent être menées. Donc, tout ce débat mondial, évidemment, il est important que nous y participions partout où nous sommes membres d'institutions internationales. Mais il y a la COP qu'on connaît tous très bien, qui s'est tenue en plus récemment dans des pays arabes. Et on associe souvent ces pays-là à, on va dire, à l'effet de serre par rapport à justement l'exploitation de l'or noir. Vous en parlez franchement entre vous aussi de votre propre responsabilité en tant que pays membre. Vous savez que la COP 2024 aura lieu en Arabie Saoudite. Vous savez que le Qatar en a accueilli, bien d'autres pays ont accueilli, la Côte d'Ivoire a eu à le faire également. Donc, c'est des engagements des États qui sont pris. Et justement, le rôle de l'UPC, c'est que les engagements que les États membres de l'UPC, donc de l'OCI, prennent, les engagements que ces États-là prennent, que nous soyons capables après de les ratifier. Donc, il y a l'encouragement mutuel, il y a le soutien, il y a le partage d'expérience. Évidemment, vous direz que il y a l'énergie fossile au niveau d'un certain nombre de pays membres de l'OCI, mais il n'y a pas que les pays membres de l'OCI, il y en a bien d'autres aussi. Les plus gros aussi sont pollueurs, que ce soit par l'énergie fossile ou par d'autres voies. Le dialogue qui a lieu dans le cadre de la COP, justement, vise à faire en sorte que nous fassions des concessions mutuelles, mais que le développement de tout État se poursuive malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors, au moment où nous échangeons, les conclusions des travaux ne sont pas encore connues. Mais généralement, à quoi cela aboutit? Vous nous parlez de textes à transposer, peut-être dans le corpus législatif des États membres. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a déjà une levée de fonds ou c'est un échange d'expertise, de bons procédés? Non, les levées de fonds ne se font pas au niveau des parlementaires, ça se fait au niveau de l'exécutif. Mais je voudrais dire qu'une conclusion anticipée, parce que c'est depuis la dernière réunion d'Alger, c'est évidemment que la Côte d'Ivoire va présider aux destinées de l'UPC pendant 2 ans, dont le président Adama Bittogo a été élu à la tête, et c'est pour ça qu'il a présidé les travaux depuis hier. C'est une bonne chose parce que nous allons y mettre un peu l'approche de la Côte d'Ivoire, le dialogue, la concertation, ne jamais rompre et faire en sorte qu'on puisse aboutir à des résultats. C'est aussi une question qui va se traiter avec le gouvernement et notamment le président de la République qui a accueilli ici, comme je l'ai dit, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, mais qui participe à tous les sommets, que ce soit à Riyad, à Jeddah ou ailleurs, et qui voudrait que nous puissions apporter donc notre manière de gérer les rapports entre les hommes. Ceci dit, nous allons sortir donc avec un certain nombre de résolutions, mais qui vont viser le travail parlementaire.
Et le travail parlementaire, évidemment, c'est de voter des lois ou de ratifier des accords internationaux. Donc nous allons encourager les uns et les autres. Mais le travail parlementaire aussi, depuis une bonne décennie, c'est la diplomatie parlementaire. Donc c'est le plaidoyer que des députés doivent faire et c'est ce que le président du Parlement ivoirien va conduire pendant 2 ans avec ses homologues des autres pays, avec le secrétaire général de l'UPC, pour sensibiliser pas seulement les gouvernements, mais d'autres entités, rentrer en dialogue et faire en sorte que nous puissions mettre les pays membres de l'OCI dans une posture qui contribue donc à impacter positivement les changements climatiques. Alors revenons sur l'aspect religieux de cette entité. De nos jours, la plupart des institutions politiques ont fait le choix d'être non religieuses. Qu'est-ce que la foi ou la religion apporte à la gestion de la vie publique? À la foi, la religion, ça apporte beaucoup. Vous savez, ça, c'est des questions des fois personnelles. Mais pour moi, c'est important de s'inspirer des valeurs prônées par sa religion pour établir les rapports avec ses frères, avec ses sœurs, avec sa communauté, avec les autres, en ayant la crainte de Dieu, en ayant la foi comme boussole dans l'action que vous conduisez. Moi, c'est d'abord ça, et puis le reste vient après. Les considérations politiques suivent évidemment, parce que quand la foi est présente, le reste est humain. Voilà. Donc, c'est un facteur déterminant dans vos choix. Oui, dans là, vous mes parlez choix. à titre personnel, je parlais de l'institution normalement, mais c'est intéressant ce que vous dites, puisque vous êtes un musulman pratiquant. Donc, à titre personnel, ça guide vos décisions et ça a accompagné votre carrière politique jusqu'à présent. C'est important. Et je pense que, évidemment, pour l'OCI, dans une Côte d'Ivoire plurielle, il n'y a pas d'impact, mais encore que tous ceux qui sont des croyants, évidemment, ont des limites qu'ils observent quand ils sont face à une situation donnée. Et ces limites-là aussi, l'État peut les observer. Vous le disiez, notre pays a une certaine mixité par rapport à la religion. Est-ce que l'OCI, les pays membres, est-ce que les actions menées s'adressent exclusivement aux musulmans? Il n'y a pas de discrimination dans la mise en œuvre? Non, c'est des pays membres. Oui. Ça veut dire que c'est des pays avec l'ensemble de ses citoyens. Chrétiens, musulmans, non-croyants, tout le monde. C'est évidemment ce qui est fait par les États membres en Côte d'Ivoire ou par les États membres par l'OCI dans son ensemble au plan multilatéral, eh bien, bénéficie à l'ensemble de nos concitoyens, à l'ensemble du pays. Je voudrais rappeler que la Banque islamique de développement a été la seule banque, par exemple, à ne pas rompre ses relations avec nous pendant la longue crise que nous avons vécue. La seule. Nous avions, avant même le siège de la BAD, mais la Banque islamique a été la seule. Et tout ce qui a été fait, notamment la reprise des travaux de l'autoroute du Nord et tout, ça a été fait pour tous les Ivoiriens. Ça a été fait pour tous les Ivoiriens. Je pense que nous y sommes avec notre foi, mais nous y sommes pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de l'ensemble des... Pour l'humanité. Pour l'humanité, oui. Quelques mots peut-être sur l'intervention de plusieurs personnalités liées à la situation qui prévaut actuellement à Gaza. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a réitéré un appel au cessez-le-feu et son attachement à la solution à 2 États. Déjà, quelle est la position de la Côte d'Ivoire, la position officielle? Alors, cette position que le président Bictogo a évoquée, mais qui a été exprimée par tous les intervenants hier, je voudrais dire que nous avons une réunion où participent plus d'une trentaine de délégations, je pense 34 précisément, avec une dizaine de présidents de l'Assemblée nationale ou d'organisations qui représentent les assemblées. Et chacun a évoqué cette question. Eh bien, c'est ça la position de la Côte d'Ivoire. Avant notre adhésion à l'OCI, ça a été notre position. Sous le président Houphouët-Boigny, ça a été notre position. Vous savez, j'ai entendu aussi ce que Houphouët nous rappelait. Les Arabes ne sont d'accord que sur leurs désaccords. Hier, le président de la grande Assemblée nationale de la Turquie a repris ça au Parlement en indiquant que les difficultés
des membres de l'OCI, c'est justement leur division. Mais hier, j'ai entendu, et parce que c'est ça justement qui a justifié la création de l'OCI, la cause palestinienne est une cause centrale et la solution à deux États, par le dialogue, seulement par le dialogue. C'est ça la position ivoirienne, c'est celle-là que nous exprimons à tout moment. Nous en appelons à plus d'humanisme dans ce que nous faisons et nous invitons toutes les parties à s'asseoir autour de la table pour parvenir à une solution qui sera acceptée de tous parce qu'acceptable. Quelques mots encore sur cet événement. Environ 36 délégations, donc 600 officiels, dont 9 conduites par des chefs d'institutions parlementaires, donc des pays membres de l'OCI, ont participé à ces assises. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle tenu à abriter cet événement? D'abord parce que nous sommes membres et puis ensuite, vous savez, le fonctionnement des organisations internationales, c'est que les réunions sont affectées à des zones ou à des régions ou à des sous-régions. Et lorsque le tour de la zone ou de la sous-région arrive, on voit l'État qui est le plus près possible, qui est disponible pour pouvoir organiser, accueillir cet événement. Et c'est ce qui a été fait à Alger avec le choix de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très heureux d'accueillir tous nos frères ici. C'est bon également parce que ça permet à certains, voilà, ça permet à certains de découvrir la Côte d'Ivoire, de mieux connaître la Côte d'Ivoire. Nous avons vu des présidents de parlement qui arrivent en Côte d'Ivoire pour la première fois, qui ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'on n'a pas remporté la CAN, que parce que les joueurs ont bien joué sur le terrain. C'est un ensemble poussé par le président de la République, par le peuple ivoirien. C'est un peuple dans sa cohésion, au travail, qui a donné ses résultats. Et il est important que ces personnalités qui sont pour la plupart les deuxièmes personnalités de leur pays viennent ici séjourner 48 heures, 72 heures. Nous avons été très heureux de les accueillir et je pense que ça va impacter évidemment les relations bilatérales et multilatérales avec eux et ça va faire aussi que le monde des affaires s'intéresse davantage à la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que dans les pays qui sont investisseurs directs étrangers en Côte d'Ivoire, plusieurs pays de l'OCI sont dans le top 10. Et je suis... Vous pouvez nous en citer quelques-uns si vous... Ah oui, mais je voulais vous dire... Ah, vous ne voulez pas frustrer les autres? Vous savez que la Turquie fait oui. beaucoup, voilà, et la Turquie est là. Vous savez également que le Maroc est présent. Vous savez que les pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite portent des projets, mais aussi plus près de nous, nous avons le Burkina, oui. Qui est donc parmi les plus... 1. Oui, pour les investisseurs, d'après les derniers chiffres de la CPC. Nous avons le Nigeria, nous avons donc, il y a plusieurs pays de l'OCI qui interviennent chez nous et c'est une bonne chose que nous puissions intéresser aussi le monde des affaires à notre économie. Alors, encore quelques mots sur peut-être les temps forts qui vous ont marqué. On a vu aussi qu'il y avait la présidente du Sénat qui était là, Madame Kandia Camara. Ça a été organisé avec les deux institutions, parce que tout le monde n'a pas un parlement bicaméral, hein, oui. Par exemple la Turquie, mais nous, c'est le cas. Ce sont les deux institutions qui ont travaillé de concert. Nous avons adhéré à l'UPC au moment où nous avons une seule chambre. Oui. Évidemment, lorsque nous avons deux chambres, c'est les deux chambres qui doivent adhérer. Donc, il y a un certain réglage qui a été fait entre Madame la Présidente ou son prédécesseur et le président Adama Bitogo pour que nous puissions, les deux institutions parlementaires, être présents au niveau donc, de l'UPC. Et c'est pour ça qu'on a été très heureux qu'elle soit là à la cérémonie d'ouverture avec certains sénateurs. Je pense qu'avec le temps, toutes ces questions-là vont rentrer dans l'ordre et nous allons agir ensemble. Vous voulez dire que ce n'est pas encore effectif? Non, c'est effectif. C'est effectif, d'accord. Oui, mais on renforce toujours. Voilà, on améliore le fonctionnement. Et donc la cérémonie, en tout cas, cette conférence s'achève aujourd'hui. C'est quoi les perspectives? Alors, donc nous avons Côte d'Ivoire un mandat pour 2 ans. Nous allons faire le suivi des conclusions de la présente réunion. Nous allons continuer à présider les travaux. Nous allons engager la diplomatie parlementaire au niveau des États membres, mais nous allons engager aussi la diplomatie parlementaire dans d'autres États au nom donc, de l'organisation, donc au plan
multilatérale, donc il y a une feuille de route. Et c'est bien que les pays de la Troïka, comme la Turquie, comme l'Algérie, nous apportent le soutien. C'est bien que l'Arabie saoudite, le Maroc et même le Nigeria à côté nous accompagnent. D'autres grands pays de l'espace seront à nos côtés. Et puis donc une feuille de route va être élaborée et mise en œuvre. Et j'ai foi que la Côte d'Ivoire, avec le président Adama Bitogo, réussira sa mission. Vous avez des objectifs chiffrés? Ah non, pas à encore. Terme, non, pas encore. Pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est si au bout des 2 ans de mandat, des tests qui sont en attente d'être ratifiés le sont, ou que les statistiques s'améliorent, si nous parvenons aussi à attirer d'autres parlements dans l'UPC, tout sera mis au compte du bilan que la Côte d'Ivoire dressera dans 2 ans. Donc vous considérez que c'est une réussite cet événement, ça sera le mot de la fin? C'est une réussite, bonne mobilisation, discours de solidarité, bon esprit. Je pense que la Côte d'Ivoire continue de faire son bonhomme de chemin, sa diplomatie, conduite par le président de la République, mais aussi avec les affaires étrangères et le Parlement. Eh bien, cette diplomatie est une diplomatie gagnante, gagnante pour un monde de paix, mais gagnante aussi pour le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, c'est la fin de cet échange. Merci infiniment de votre présence et d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention et de votre fidélité. Restez sur RTI 1.